Bienvenue à tous, vous êtes sur Rage 102.5, c'est Exocet, l'émission qui vous dévoile la face cachée du monde. Il y a quelques semaines, dans cette même émission, nous avons reçu Jérôme Frasson et Thibaut Canuti pour parler du phénomène OVNI. Nous avons notamment évoqué les éléments fondateurs de cette mythologie moderne et nous sommes revenus sur des cas fascinants et encore inexpliqués. Mais comme une seule émission ne suffit pas pour appréhender un sujet aussi riche, ils sont de retour ce soir pour aller plus loin. Thibaut, bonsoir. Bonsoir Patrick. Tu es l'auteur d'un ouvrage intitulé « Un fait maudit, histoire originale et phénoménologique du fait OVNI » paru chez JMG Éditions. Et Jérôme, bonsoir. Bonsoir Patrick. Toi, tu es membre de l'association UFO Science, dont le but est d'étudier les ovnis de manière scientifique, donc on y reviendra dans quelques instants. Alors dans cette émission, il y aura un autre intervenant, et quel intervenant, mesdames et messieurs, puisqu'il s'agit d'une des figures les plus éminentes de l'ufologie française. Je veux parler de Jean-Pierre Petit, avec qui nous serons dans quelques minutes. Alors Jean-Pierre Petit, qui est justement un des cofondateurs d'UFO Science. Alors Jérôme, est-ce que tu peux nous parler de l'association et des méthodes que vous vous efforcez de mettre en place ? Tout d'abord, le pourquoi de l'association UFO Science. On a évoqué la dernière fois les difficultés qu'avaient rencontrées les scientifiques qui s'étaient heurtés à cette recherche officielle sur le phénomène OVNI. On a parlé un peu de Michel Bougnasse et de Jean-Pierre Petit, qui est d'une de figures martyrs de ce domaine-là. Donc, compte tenu de ce fait et compte tenu que jusqu'à présent, tout ce qu'on a sur le phénomène OVNI, c'est essentiellement des témoignages, des recoupements, etc., peu d'études scientifiques, on a décidé de monter un laboratoire de recherche sous la forme d'une association loi 1901, et notre but c'est de créer un local à Paris où on fasse des démonstrations de MHD, des démonstrations d'optique, des études, des recherches, des projets de cosmologie aussi, et de faire connaître à un maximum de personnes nos travaux. Exocet, c'est parti. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Donc Jérôme, à l'instant, tu nous expliquais en quoi consistait l'association UFO Science et la raison pour laquelle je voulais insister sur cette association, c'est parce que donc vous êtes en recherche de bénévoles, en recherche de personnes. Et alors, un des points essentiels, c'est les différentes méthodes que tu t'efforces toi notamment d'essayer de mettre en place pour notamment essayer de capturer des spectres d'OVNI. Voilà. Donc tout à fait. Donc pour rappeler un petit peu le principe, c'est dans les années 70, Claude Poher, qui était alors directeur du GEPAN, avait une idée excellente qui était de doter toutes les gendarmeries de France de bonnettes à réseau. Alors un réseau c'est quoi ? C'est un film de plastique. Vous le mettez devant l'objectif de l'appareil photo, vous photographiez une source lumineuse, ça fait un spectre. Et de ce spectre, on peut donner des informations scientifiques comme la température de la source, sa composition grossière, s'il baigne dans un champ magnétique, un plasma, etc. Oui. Donc nous, aujourd'hui, on a mis au point une méthode d'analyse de spectre et on a toutes les informations pour se procurer ces bonnettes à réseau et pour les monter soi-même pour une somme modique, une dizaine d'euros à peine. Et n'importe qui peut manier une bonnette et l'utiliser avec son appareil numérique. Donc on peut se procurer ce matériel sur Internet très facilement. Très facilement sur Internet. Nous, sur le site de UFO Science, on a mis au point toute une documentation qui est en téléchargement, gratuit, simplifié d'ailleurs, sur l'utilisation de la bonnette, comment se la procurer et que faire si on photographie un spectre d'OVNI. Voilà, alors l'idée c'est que y a des milliers de gens à travers le monde qui chaque année photographient des OVNI, oui. Et s'ils équipaient leurs appareils de ces bonnettes à réseau, ça permettrait d'étudier le spectre lumineux de l'objet, oui. Et donc de savoir un petit peu mieux ce que c'est, de quoi il s'agit. Ce qui se trame derrière et savoir si ça corrobore des idées qu'on a en matière de propulsion MHD, etc. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est, étant donné que c'est aussi simple que ça, pourquoi est-ce qu'on s'en est pas servi plus tôt ? Je pense que cette idée est un petit peu tombée dans l'oubli et qu'on a déconsidéré simplement la question. Le GEPAN qui avait doté donc les gendarmeries de ces bonnettes n'a jamais eu d'image en retour, n'a jamais eu de spectre en 30 ans. Aujourd'hui, c'est vrai que les appareils photonumériques sont beaucoup plus performants en termes de sensibilité, 20 fois plus que les appareils argentiques. Et énorme avantage, on peut traiter les photos, les étudier avec des logiciels gratuits téléchargeables sur Internet. Alors donc, je rappelle que le GEPAN, c'était le département spécialisé dans les OVNI du CNES, donc le Centre National d'Études Spatiales. Et donc,
avec Jean-Pierre Petit tout à l'heure, on reviendra très largement sur le GEPAN puisqu'il a pas mal de choses à dire et pas forcément bien sur cet organisme-là. Donc on y reviendra tout à l'heure. Jérôme, donc pour faire le point sur l'association et sur les appels que tu voudrais lancer, est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu voudrais aborder ? Tout à fait. Plusieurs choses. Tout d'abord, pour que ça ait une chance de réussir, cette opération Bonnette en réseau, le phénomène OVNI était quand même un phénomène rare, qui se manifeste assez rarement. Et donc, on aura d'autant plus de chances de capter un spectre, d'avoir une information exploitable si un maximum de personnes participent. C'est-à-dire qu'il faudrait dans l'absolu des milliers de personnes, rien qu'en France, qui se dotent de ce petit ustensile, qui le mettent avec l'appareil et qui, le jour où ils verront quelque chose, tac, prendront un cliché. D'accord. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, nous on a besoin de compétences diverses et variées. Il n'y a jamais eu autant de gens diplômés et qualifiés qu'à notre époque. Et donc, on a besoin de compétences en bricolage, des compétences en électronique, en informatique, en biologie, biochimie aussi. Tous les domaines scientifiques et techniques nous seront utiles et donc on invite toute personne parmi nos auditeurs à prendre contact avec nous et ils auront une réponse très rapidement. Alors on peut parler aussi peut-être du laboratoire que tu es en train de monter. Voilà, alors le professeur Bougnas dans les années 80 avait analysé les traces de l'atterrissage de Trans-en-Provence. Donc qui est une affaire, parce que je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est une affaire très particulièrement célèbre donc, oui. Dans le domaine de l'ufologie française, un ovni qui s'était posé à Trans-en-Provence et qui avait laissé donc des traces. Et pas la seule. 7 ans plus tôt, c'est beaucoup moins connu, à Landévennec en Bretagne, il y a eu un cas comme ça où il y a eu une disparition majeure de la chlorophylle dans des fougères. Le cas de l'Amarante aussi. 14 mois après celui de Trans-en-Provence. Okay. Oui. Et sachez aussi un petit détail, c'est que dans le cas de l'Amarante, le témoin principal de l'Amarante est un biologiste du CNRS. C'est complètement énorme. Ouais, c'est comme si un ovni venait se poser dans le jardin à Bougnas. Et alors Thibaut, ça me fait penser à quelque chose d'autre, ce type de figure éminente, indiscutable et qui s'intéresse au sujet OVNI, mais son nom m'échappe, donc il était lié à la psychologie, c'était à Harvard je crois. John Mack ? Oui, John Mack, voilà, John Mack, qui est donc un personnage indiscutable effectivement et qui lui avait étudié des cas de personnes qui disaient avoir été enlevées par des extraterrestres et il avait rien trouvé à redire finalement sur l'authenticité de leurs déclarations. Oui c'est ça, oui, ben, ça fait partie de ces tu parlais tout à l'heure de scientifiques un peu martyrs, ce qui est assez étrange, c'est de voir que finalement depuis le début de l'ufologie, à chaque fois que des véritables scientifiques pur jus, des universitaires s'intéressent à ce sujet-là, quoi qu'on puisse en dire, ils ont à subir les pressions. Ça a été le cas de John Mack. Bon, lui, c'était quelqu'un d'assez réputé, il tenait la chaire de psychiatrie à Harvard, donc il a pu se défendre, mais il y a quand même eu une tentative de lui faire perdre son job carrément. Ok. Alors bon, pour conclure cette introduction consacrée à l'association UFO-Science, on peut déjà rappeler le site internet. Oui, www.ufo-science.com. Voilà, et puis préciser que tout le monde est bienvenu pour participer à l'association. Toutes les saines et bonnes volontés sont les bienvenues et qui plus est des compétences techniques ou scientifiques. On est en écoute. Vous êtes toujours sur Rage dans Exo 7. Cette émission est consacrée aux ovnis. Dans le studio, Jérôme Frasson, Thibaut Canuti. Et normalement, si tout se passe bien par téléphone, nous avons Jean-Pierre Petit. Oui. Jean-Pierre Petit, bonsoir. Vous êtes physicien, astrophysicien, ancien directeur de recherche au CNRS, auteur de plus de 30 ouvrages. Mais bon, je vais m'arrêter là pour votre CV, sinon je pense qu'on peut y passer l'émission. Et en tant que scientifique, donc vous avez eu l'audace de vous intéresser ouvertement, publiquement au phénomène OVNI. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les conséquences de cet intérêt sur votre carrière ? Catastrophique. mais encore. Disons que le CNRS, je suis retraité maintenant, hein, le CNRS peut s'enorgueillir par exemple de m'avoir privé de crédit, de matériel et de personnel pendant 30 ans. Quoi. Disons que la seule façon que j'ai eu de mener cette carrière, c'est de me dire que j'avais un papier, un crayon. Je suis donc devenu géomètre, mathématicien, astrophysicien, tout ce qu'on veut, tout ce qui peut se faire avec un papier et un crayon, quoi, c'est tout. Et les quelques congrès internationaux auxquels j'ai participé, j'y suis allé à mes frais. Je pourrais même vous raconter le sujet des anecdotes que vous ne pourriez même pas croire. Vous le racontez bien dans vos bouquins quand vous partez en Russie, c'est assez fandard. Oui, parce que... passer par exemple un congrès en déjeunant toute la journée avec les croissants du matin, c'est pas mal.
Alors, sur votre site, j'ai relevé un passage dans lequel vous désespérez quand on vous pose certaines questions clés dans une émission de télévision ou de radio. Alors, ces questions clés, je vais vous les poser textuellement. Jean-Pierre Petit, alors, depuis 30 ans, a-t-on abordé la question OVNI avec tout le sérieux nécessaire? Question numéro 1. La réponse est évidemment et non. Moi, je vais être... je suis content qu'il y ait Jérôme Frasson dans le studio, parce que je dirais que il y a peut-être un ou deux types comme lui en France, et on est comme des mouches en train de s'agiter dans un verre de lait, quoi. Il rougit, Jérôme. C'est tout ce qu'il y a. Non, mais je vous assure. Tenez, par exemple, voilà, prenons l'exemple de ce que fait Jérôme. Jérôme a pris contact avec moi il y a 7-8 mois, et c'est vrai qu'il y avait une idée qui avait été lancée par Claude Poher il y a 30 ans, qui était que des photos d'OVNI, finalement, on ne peut pas en faire grand-chose. Ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir un spectre, c'est-à-dire de pouvoir prendre une photographie avec un prisme qui donnerait un spectre qui permettrait de connaître la composition chimique, la température, enfin un certain nombre de paramètres comme ça qui sont liés à l'objet qu'on observe. Sinon, avoir des photos ou des vidéos, ça sert strictement à rien. On en a 150 000, vous doublez ça, ça sert à rien. Alors, à l'époque, on pouvait transformer un appareil photographique en spectroscope en mettant devant ce qu'on appelle un réseau, qui est une espèce de truc qui ressemble à une diapositive avec des petites rayures très très fines. Et puis il y a 30 ans, c'était quelque chose d'un peu sophistiqué qu'on trouvait dans les laboratoires d'optique et tout ça. Ouais. Puis Frasson a pris contact avec moi, il m'a dit c'est M. Petit, il y a des réseaux comme ça, il y en a un pour 12 € sur Internet. Ah bon? Alors effectivement, et puis comme ça, un garçon qui a beaucoup d'initiatives, eh ben, il s'est plongé là-dedans. Je l'ai branché avec un de mes vieux copains qui est astronome et lui aussi vient de prendre sa retraite et il est très bon en optique. Donc ils ont commencé à regarder ce qu'on pouvait faire avec un appareil numérique. Et les appareils numériques, c'est intéressant, parce qu'ils sont finalement plus performants que les appareils anciens avec support pellicule, quoi. Et François a donc fait. Alors donc, dans un truc comme ça débouche, si vous voulez, sur une technique. Il faudrait qu'il y ait 1 million de personnes en Europe qui aient ce genre de petit gadget à portée de la main, prêt à être mis devant l'objectif de leur appareil photographique. Comme ça, on aurait une photo avec un spectre. Eh bien, à part ce que fait Frasson, il n'y a rien. Et je peux vous dire la chose suivante, c'est qu'au CNES, ils n'ont même pas ce projet. Alors une des ironies justement de cette situation-là, c'est que les gendarmeries ont été équipées de ces fameuses bonnettes dans les années 70. Oui, absolument. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la première chose, c'est qu'il n'y a jamais eu un spectre exploitable, il n'y a rien. Le résultat est tellement nul que vous l'envoyez par... Si vous allez sur le site du GIPAN, là sur le CNES, vous savez, ils ont publié tous leurs trucs. Les gens qui farfouillent un petit peu là-dedans trouveront, mais en clair, le constat de cet échec le plus complet, quoi. Il n'y a rien, quoi. Alors, par exemple, vous avez des gendarmeries en France, je sais pas, il y en a peut-être 30 000. Si vous donnez une bonnette par gendarmerie, elle va aller dans le tiroir du brigadier chef. Alors la question qui suit, c'est une question corollaire à la première. C'est donc les enquêtes menées par le GEPAN puis par le CEPRA ont-elles été effectuées par des gens compétents et ont-elles été effectuées avec sérieux? Oui, et moi je veux aussi, si je puis me permettre Vous savez, début 2005, j'ai eu Fillard au téléphone, qui était ancien président du CNES. C'est un très brave type, certainement plein de bonnes intentions. Il était président du CNES à l'époque et c'est lui qui a créé le GEPAN. Et quand je lui ai demandé, mais pourquoi le GEPAN a-t-il été créé, il m'a dit, il a été créé par moi et moi seul, etc. Bon, et puis je l'ai écouté parler pendant 1 heure, et au fur et à mesure qu'il parlait, j'avais la mâchoire qui se décrochait de plus en plus. Parce que effectivement, quand on voyait que ça marchait si mal, on avait l'impression qu'il y avait un mauvais vouloir, qu'on se heurtait à un mur de mauvaise volonté, un mur de silence. Pas du tout, pas du tout. Le mur auquel nous nous sommes heurtés pendant 30 ans, c'est le mur de l'incompétence. Et alors ça, on peut dire que les gens qui ont été mis en place dans ces structures CNES ont été d'une incompétence sans faille. Alors, alors, je vais laisser la parole à Thibaut qui va réagir. Oui, moi je voulais vous poser une petite question, enfin en tout cas avoir votre sentiment là-dessus. Donc vous venez de parler justement de ces moyens très limités, qu'ils soient humains, matériels ou même en termes de compétences scientifiques, donc du point de vue de la recherche officielle version CNES. Est-ce que vous pensez
du fait de votre expérience, de tous les témoignages que vous avez pu recueillir et puis des gens que vous avez pu rencontrer autour de la recherche militaire, est-ce que vous pensez que cette recherche sérieuse, elle s'est faite quelque part en secret, en France tout du moins, est-ce que finalement... Ah non, en France, non, pas du tout. Alors ça, on en est absolument d'accord, sûr. ok. Il y a voyez, rien par eu. exemple, actuellement, le GIPAN avec Patnais repart pour une période glaciaire de 30 ans supplémentaire. Quoi, hein. Oui, à mon avis. Je veux dire que dans une histoire d'OVNI, les dernières personnes qui sont compétentes pour faire des enquêtes, c'est les gendarmes. Ils sont très sympas, mais ils sont faits pour faire des constats sur les accidents de la route, éventuellement. Vous savez, un gendarme, quand on l'amène à un endroit où il y a eu un meurtre, alors il prend un crayon, il ramasse une douille et il la met dans un sac en plastique et il scotche ça pour garder les empreintes. Hein. Bon, ben, comme ils n'ont jamais eu de formation particulière, ils ont fait la même chose avec les traces biologiques. Lorsqu'il y a eu l'affaire de la Marante, et ça, vous trouverez ça dans les dossiers CNES qui ont été publiés. Oui, ils ont fait un en véritable 81, massacre. il y a eu l'affaire de François-Provence, qui est la seule qui a été enquêtée correctement, parce que justement Michel Bouillas, qui était biologiste, a pu aller sur les lieux et s'occuper un peu de ça. Sinon, après... Bien, qu'est-ce que Velasco et le CNES avaient donné comme consigne, simplement, de prélever les échantillons biologiques et avec le plus grand soin. Alors le plus grand soin, un gendarme, quand il voit ça, il prend des ciseaux, il coupe les plantes, il les met dans un petit sac en plastique et il les scotche. C'est écrit dans le rapport. Oui. Et ensuite, comme il faut les conserver au froid, il les met dans le bac à légumes de la brigade. Vous voyez ? Ouais, c'est surréaliste, truc pareil. Ce qui fait que une semaine, 2 ou 3 semaines après, ces échantillons arrivent sur la table d'un laboratoire de Toulouse et ils sont complètement pourris. Alors on pourrait le dire, mais comment se fait-il que ces échantillons ne sont pas arrivés sur la table de Bougnas, qui lui était compétent pour faire ça? Simplement, c'est que à l'époque, il y a eu un changement au CNES, Esther Lépartil a été remplacée par Velasco, et ils se sont dit, oh bah, le laboratoire biologique, il y en a un à Toulouse, on va aller à côté. C'est tout. Donc c'est de l'incompétence. Alors, voilà. Monsieur Petit, alors une des autres questions clés que vous désespériez justement que l'on vous pose dans les médias, c'est est-ce que ceux qui se sont activement intéressés au sujet OVNI ont-ils été aidés ou au contraire ont-ils subi une chasse aux sorcières? La chasse aux sorcières a été totale. Prenez par exemple un type comme Bougnas, c'est un type qui avait une grande compétence de biologie dans un sujet qui est vraiment actuellement d'actualité, c'est la toxicologie de l'abeille. Il a été un des premiers, il y a 30 ou 40 ans, à dire que les pesticides étaient catastrophiques pour les abeilles. Alors, vous avez vu dans Internet ou dans les journaux, etc., que ça pose de sacrés problèmes. Qu'elles disparaissent. Les abeilles sont décimées par ces produits-là. Ouais. Donc lui, il avait un laboratoire de toxicologie de l'abeille. Bon, ben, je lui ai rendu visite à l'Institut national de recherche en agronomie à Avignon. Ben, il avait un laboratoire normal avec des collaborateurs, avec une paillasse, etc. Ensuite, il s'est intéressé à cette histoire de trans, puis comme c'est un type qui est un peu entier, quand on lui a dit, vous avez fait ça, ben oui, j'ai fait ces analyses. Bien, après, on lui a enlevé son personnel, on lui a enlevé l'argent, on lui a enlevé l'enco. Il s'est retrouvé 1 an après, tout seul dans un bureau à Avignon. Voilà. Alors Thibault, tu veux réagir? Oui, moi je voulais justement savoir... quel était votre sentiment par rapport justement des personnes comme Pierre Guérin aussi, je pense à lui, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un aussi qui a eu à subir un petit peu, alors peut-être dans une moindre mesure, mais qui a eu à subir aussi les conséquences de son intérêt pour le phénomène OVNI. Quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'à chaque fois qu'un scientifique s'y intéressera, ce sera à peu près la même chose? Et qu'est-ce que vous répondez à des gens comme Pierre Lagrange, justement, qui eux disent mais non, il n'y a pas du tout de problème avec les scientifiques, c'est juste que les ufologues leur en parlent mal. C'est un faux cul inimaginable. Je m'y attendais à ce que vous disiez. Lagrange, regardez-le dans l'émission de télévision diffusée en 2004 sur Arte, sur le 11 septembre, qui s'appelle Le 11 septembre n'a jamais eu lieu. Vous avez Lagrange qui est interviewé là-dedans. Je veux dire qu'il ne mérite pas le nom de sociologue, et la façon dont il s'exprime, c'est complètement déshonore. Je pèse mes mots, quoi. Alors, je veux dire, maintenant, ce que peut penser ou ne pas penser Pierre Lagrange, je pense que ça n'a aucun intérêt. Alors maintenant, le pourquoi de cette réaction extrêmement violente de la communauté scientifique. Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on peut espérer que ça change, justement? Non, pas du tout, parce que non seulement cette réaction est durable, mais elle est presque naturelle.
Hein. Moi, j'ai décrit ça dans un de mes livres il y a longtemps en disant que c'est un phénomène d'immunologie psychosociologique. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un phénomène immunologique? Eh bien, quand vous avez quelque chose qui rentre dans votre corps et que ça vous plaît pas, par exemple, vous vous mettez à vomir, ou vous avez quelque chose qui réagit mal avec votre épiderme, vous avez une allergie. Hein. Eh bien, quand on dit que les scientifiques sont allergiques au sujet OVNI, c'est vraiment une réaction, c'est presque de la biologie, quoi. Hein. C'est-à-dire que le thème OVNI est perçu comme un danger par les comités scientifiques, parce que la science, c'est un système organisé de croyances, ça fonctionne un petit peu comme une religion. Hein. Essayez par exemple d'imaginer que vous développiez des recherches qui vont amener à des découvertes ou des éclaircissements majeurs dans des religions monothéistes, par exemple, qui était le Christ, qui était Mahomet ou n'importe quoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment il y a eu un film où le thème c'était « On a trouvé le tombeau du Christ ». Oui, absolument. Imaginez que vous êtes archéologue et vous avez des indications qui vous amènent à penser que peut-être le Christ est enterré à tel endroit. Est-ce que vous imaginez que vous allez être financé par le Vatican? Non. Donc alors, là, la communauté scientifique se sent agressée, se sent en danger face à ce sujet OVNI, et elle réagit consciemment ou inconsciemment, peu importe, mais de manière extrêmement violente. Alors Jean-Pierre Petit, excusez-moi, on va juste marquer une courte pause et juste après donc on revient et on pourra très largement débattre de tous ces sujets-là sans aucun problème et avec plaisir, grand plaisir. Donc restez en ligne et quant à vous chers auditeurs, restez sur Rage, on se retrouve tout de suite. Toujours sur Rage 102.5, c'est Exo7. Si vous nous rejoignez à l'instant, l'émission de ce soir est consacrée aux ovnis. À mes côtés pour en parler, Jérôme Frasson, Thibaut Canuti et par téléphone, Jean-Pierre Petit. Est-ce que vous êtes avec nous, Jean-Pierre Petit? Absolument, c'est bon, toujours là. Alors Jean-Pierre Petit, votre nom est indissociable d'une énigme, peut-être une des énigmes les plus complexes, les plus tordues du XXe siècle. Je veux parler du phénomène HUMO. Donc on en a déjà beaucoup parlé. Donc comme je vous le disais avant l'émission, quand on s'est eu au téléphone cet après-midi, moi je veux pas vous ennuyer avec ça, mais vous m'avez dit que vous étiez ok pour en parler. Donc la question que je voudrais vous poser d'abord, c'est qu'en est-il aujourd'hui de cette énigme HUMO? C'est une énigme à laquelle j'ai été confronté il y a 30 ans, en 1975, quand un ami m'a amené les premiers documents là-dessus. Et j'avoue que quand j'ai vu apparaître ça m'a beaucoup fait rire. Il m'a dit, tu sais, voilà des lettres qui sont écrites sur des extraterrestres. Alors, je me suis dit, formidable, on va s'amuser avec ça. Bon, 30 ans plus tard, je suis encore dedans. Et simplement ce que je peux dire, parce que ça, j'ai aucune raison d'esquiver la question, c'est que ces documents contiennent des informations scientifiques de haut niveau que j'ai exploitées, dont j'ai tiré une dizaine de publications scientifiques importantes, c'est tout. Alors évidemment, ce genre de déclaration, ça a de quoi faire sauter les scientifiques au plafond. Hein. Et quand j'étais à l'Observatoire de Marseille, on parlait de répression tout à l'heure, à un moment j'ai reçu une lettre de la direction générale disant « Nous mettons fin à votre affectation à l'Observatoire de Marseille, vous serez désormais géré comme chercheur isolé. » Ça, si ça ne s'appelle pas de la chasse aux sorcières, hein, ah oui, effectivement, on fout un type à la porte de son laboratoire, après on le fout à la porte du CNRS. C'est sûr. Alors, moi, je me suis toujours défendu dans un truc comme ça, avec mes neurones. C'est-à-dire que je me suis défendu en publiant 2 articles de cosmologie dans Modern Physics Letters, ce qui a mis tout le monde d'accord sur ma production. Ouais. Puis après avoir fait ça, j'ai été réintégré à l'observatoire et je me suis dit, puisque ces gens-là ont l'air de m'en vouloir, je vais leur donner d'excellentes raisons de m'en vouloir. Donc j'ai écrit le premier bouquin sur Homo, et j'ai tout raconté. Et là, à ce moment-là, quand ce livre est sorti, je peux vous garantir, on a eu des preuves de tout ça. Il y avait, je crois qu'il s'appelait Kourilski, le directeur du CNRS de l'époque, Kourilski, Curia qui était le ministre. Il y a eu un cabinet de crise à Paris, les gens disant comment on peut faire pour empêcher ça, quoi. Alors Curia disait mais il n'y a pas un type qui est capable de lui clouer le bec. Et la réponse était tous ceux qui ont essayé, ils ont du mal à s'asseoir maintenant. Voilà. Donc c'est vrai que je ne suis pas tellement commode à écrabouiller scientifiquement, quoi.
ceux qui ont essayé n'ont pas réussi. Donc voilà, cette histoire OVNI, cette histoire homo, elle a un peu explosé sous forme d'un livre que j'ai sorti, j'en ai sorti un autre, etc. Puis maintenant, il y a des gens qui se sont un peu emparés de ce dossier, d'une manière pas très élégante. Ça a donné UFO Science. Non, Humo Science. Voilà, non, c'est Humo Science. Humo Science. Et puis bon, ils ont tous les documents. Ils ont fait un forum. Alors, vous savez, les forums OVNI, c'est une expression d'un blabla absolument intarissable. Moi, je voulais vous demander, Jean-Pierre Petit, justement, après quand même pas mal d'années où vous vous êtes occupé de cette affaire Humo, où vous avez été vous-même destinataire de lettres. Bon, évidemment, moi, en tant que lecteur de vos bouquins là-dessus, j'ai suivi vos conclusions, c'est-à-dire à savoir que pour vous, évidemment, ça a dépassé le canular, l'expérience sociologique, éventuellement menée par une centrale de renseignement ou autre. Moi, juste la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il vous est arrivé de douter, c'est-à-dire est-ce que vous êtes fermement convaincu que c'est une intelligence complètement exotique qui est derrière tout ce dossier Humo, ou est-ce qu'il vous arrive actuellement encore de douter et de vous dire peut-être que ça a été réalisé par une équipe quelconque, bien humaine, pour des raisons obscures et impénétrables? Mais le problème, si vous voulez, c'est que on arrive à tirer des choses très en pointe de documents qui ont été mis en circulation en 1967, il y a 40 ans. Ouais. Et pour faire des documents de ce genre-là, il faut être un senior researcher, il faut vraiment être un chercheur, comment dirais-je, qui a de l'expérience. Ça ne peut pas être fait par des gamins. Hein. Donc, s'il y avait des gens qui avaient fait ces documents-là, quel âge aurait-il? Il serait centenaire. Alors, Thomas, tu as une question? Oui, parce que donc vous parlez souvent d'avancées scientifiques qui ont été faites à partir de ces écrits. Est-ce qu'il y a des exemples relativement simples à expliquer, mais qui pourraient illustrer quel type d'avancées ont été réalisées grâce à ces écrits? Moi, j'ai toute une série de publications que j'ai faites dans des revues à comité de lecture. J'en ai encore fait récemment, mais je préfère rester discret là-dessus parce que les gens qui me publient ça, je trouve que c'est pas la peine qu'ils soient mêlés à ce genre de remous. Hein. Mais les informations qu'on trouve dans ces textes-là apportent des réponses très intéressantes au point de vue de l'astrophysique. Vous savez que Louis Smolin a publié un livre qui s'appelle « Rien ne va plus en physique » chez Duno, qui est un livre très, très amusant, hein, et où on est vraiment dans une mélasse au point de vue physique théorique comme on n'a jamais été depuis un siècle. Hein. Et en astrophysique, c'est pareil. Enfin, écoutez, si vous avez un peu suivi l'actualité, vous aurez vu qu'il y a quelques mois, tout d'un coup, en examinant le fond du ciel à très grande distance, on a trouvé un trou d'1 milliard d'années-lumière de diamètre. Ouais. C'est complètement en contradiction avec toutes les histoires de la cosmologie, un truc pareil. Et alors, sur votre site, vous vous en prenez assez violemment à tous les défenseurs de la théorie des cordes, notamment à Brian Greene. Donc, manifestement, c'est quelque chose que vous ne portez pas dans votre cœur. C'est pas que je porte ça dans mon cœur, mais réfléchissez. Vous savez combien il y a eu d'articles sortis sur les supercordes depuis 30 ans? La réponse est 100 000. 100 000 articles. Il y a peut-être 1000 chercheurs qui sont au boulot là-dessus. Et qu'est-ce qu'il en sort? Rien. Ça n'explique rien, ça ne prévoit rien. Pendant 30 ans. Et quand on dit porter dans mon cœur, ce serait une sorte de réaction, on pourrait dire, émotionnelle. Ouais. Mais si je me réfère au livre de Louis Smolin, qui est un Canadien, qui était un physicien théoricien de grande qualité, ça vaut le coup de faire une petite parenthèse pour expliquer un peu l'origine de ce bouquin. Disons qu'il y a, en 2004, on lui a demandé de faire une conférence sur les grandes avancées des supercordes, sur lesquelles il travaillait depuis 10, 15, 20 ans, à l'occasion d'un colloque établi en hommage à John Wheeler, qui était un mathématicien. Alors, Smolin s'est plongé là-dedans, et puis c'est vrai que quand on imagine qu'il y a 100 000 articles, c'est que ça doit être quelque chose de considérable comme volume. Alors il a essayé de classer les choses qui étaient les plus importantes, ce qu'on pouvait espérer considérer comme un acquis. Alors quand on fait des calculs théoriques, on obtient des valeurs pour des paramètres, et déjà la première réponse, est-ce que c'est fini ou est-ce que c'est infini? Calculer une température qui est infinie, ça n'a plus de sens. Donc il y avait des théorèmes de mathématiques qui portaient sur la finitude
de quantité physique. Et on considérait ce théorème comme un fondement de cette théorie des supercordes. Ouais. Donc Smolin se plonge dans ce truc-là et il voit des collègues mathématiciens qui lui disent écoutez, on est désolé, mais pour nous, c'est pas une démonstration. Alors il est un petit peu troublé, il va trouver des genres de supercordes et il s'aperçoit qu'il tourne complètement en rond. Je crois qu'il y a eu un petit problème de téléphone, on a été coupé. C'est pas un problème, on va récupérer Jean-Pierre Petit très rapidement. Thibaut, est-ce que le micro fonctionne? Oui. Thibaut, une réaction Oui. peut-être à ce qui vient d'être dit? Bah oui, non, c'est un type super intéressant. Je pense que il faut que les auditeurs restent avec nous. Ah parce oui, que c'est sûr. Ouais. c'est bon. Alors c'est vraiment quelqu'un qui a des compétences scientifiques énormes et puis qui est vraiment. Moi, juste ce qui m'intéresserait de lui demander, c'est finalement. Mais là, on est presque dans un débat épistémologique, quoi. Lui considère que finalement. Ces lettres oumites sont sérieuses parce que elles ont été la base d'une réflexion qui a donné lieu à un vrai travail scientifique qui a suscité de la bonne science. Moi, presque ce que je me demande, c'est est-ce que finalement ça n'a pas été une hypothèse qu'il a trouvée, qu'il a ensuite essayé de valider, qu'il a essayé d'investiguer, et après, bon, il s'est aperçu qu'elle était bonne, mais ça ne prouve pas pour autant. Si vous voulez que l'affaire Oumo soit valide finalement, est-ce que c'est pas l'intelligence de Petit qui est bien plus importante que l'intelligence des Oumites? Moi, c'est presque la question que j'aurais envie de lui poser, mais je pense que on pourra lui poser dès qu'on l'aura repris au téléphone, ce qui devrait se faire d'ici quelques instants. C'est les aléas du direct, j'ai envie de mais dire. c'est vrai qu'en tout cas concernant Jean-Pierre Petit, ce qui est frappant, c'est de voir que bon, il y a non seulement effectivement tout son travail sur les univers gémellaires qui est issu directement de toute la littérature oumite apparemment, hein, qui procéderait de ça, en partie du moins, qui aurait l'idée de base lui serait venue de là. Et apparemment aussi un petit peu la MHD, mais ça je pense que Jérôme pourrait nous en dire un petit peu plus, la magnéto-hydrodynamique. Il y a certains éléments de la magnéto-hydrodynamique qui se retrouvent dans les lettres humides, notamment quand il parle d'ionisateur pariétal par exemple. Donc oui, effectivement, il y a des choses qui viennent des lettres humides, pas que. Mais il faut savoir aussi que la théorie des univers jumeaux, ça a été mis en place par un mathématicien russe du nom de Sakharov aussi. Donc il y a aussi des origines terrestres, il y a les deux. Ouais. Alors juste, moi je voulais justement en profiter, vu qu'on a un petit moment de pause, peut-être pour recadrer pour les auditeurs ce qu'est l'affaire Oumo, parce qu'on en discute depuis tout à l'heure, sans expliquer quelle est la base de cette histoire. Donc peut-être qu'un de vous deux a envie de se lancer sur l'explication, les bases et les débuts de cette affaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'affaire Oumo, ça a duré sur 3 décennies. Et ça continue apparemment. Ça continue, oui. C'est quelque chose qui est mondial, planétaire. Ça a commencé avec un réseau espagnol. Des contactés recevaient des lettres. Alors, c'était pas forcément des scientifiques, il y avait toutes sortes de gens. Mais la plupart du temps, ça partait à la corbeille. Et il y a eu des gens dans le milieu ésotérique, il est vrai, qui ont pris ça, qui ont fait des réunions, etc. Mais c'était des contactés de base, hein, Fariol et compagnie. Fariol, etc. Tout à fait. C'était des gens qui s'intéressaient un petit peu aux marges déjà. Voilà, tout à fait. Alors, je te laisse continuer. Et donc, ce qui est intéressant dans ces lettres, c'est qu'effectivement, il y avait un tas de choses. Ils décrivaient leur civilisation, etc. Il y avait beaucoup de choses, de données techniques, des plans de machines, de la théorie, etc. De la philosophie, de la religion, de la métaphysique aussi. Une civilisation entière qui était décrite. Et ce qui est intéressant dans ces lettres, c'est que on peut faire un parallèle intéressant en matière de sociologie. Hein. Il y a eu des sociologues qui sont intéressés à des tribus de tribus primitives qui ont fait des expériences, qui ont mis à disposition de ces gens-là des ustensiles, etc. Je crois qu'on fait signe que je crois que c'est bon, Monsieur Petit. Oui. Ça va. Quelquefois ça décroche le téléphone avec Bruxelles. Bon, les aléas du direct, bien évidemment. Oui. La Belgique va mal en ce moment, hein, donc c'est peut-être lié. Hein. Alors, Monsieur Petit, il y a aussi un autre domaine auquel votre nom est associé, c'est celui de la MHD. Donc, est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus pour nos auditeurs non physiciens et qui ne connaissent pas forcément d'ailleurs la MHD? Qu'est-ce que c'est?
Les MHD, ça a été inventé par un monsieur qui s'appelle Michael Faraday en 1740, quelque chose comme ça, et donc ça date pas d'hier. Et c'est l'art et la manière d'agir sur un fluide avec un champ magnétique et un champ électrique, ou l'art et la manière de transformer de l'énergie cinétique en électricité. Donc, quand on a dit ça, on a fait les deux versants de la MHD, on a tout résumé. Alors, il y a une chose, c'est que ça ne fonctionne que quand les champs magnétiques sont suffisamment élevés, et c'est pour ça que dans les années 50, il n'y avait pas de MHD du tout, parce que les champs magnétiques étaient trop faibles. Ouais. Et maintenant, on va commencer à monter à des champs magnétiques qui se chiffrent en Tesla, 4 Tesla, 5 Tesla pour les Tucumans, 14 Tesla. Donc à ce moment, c'est intéressant. Si vous voulez, s'agissant d'agir, par exemple, sur un fluide, c'est un peu comme si je prenais un moteur hors bord, et ce moteur hors bord, l'intensité du champ magnétique, c'est l'inclinaison des pales. Hein. D'accord. Alors si vous avez un moteur hors bord avec des pales qui sont calées avec un dixième de degré, vous allez mettre les gaz et vous n'avancez pas. C'est tout. Et alors, quel est le lien entre la MHD et le phénomène OVNI ? Disons que pour moi, ça a été la première façon que j'ai eue d'accrocher le phénomène OVNI à une science tout à fait tangible. C'est l'idée qu'on puisse se propulser dans l'atmosphère sans faire de bang. Et c'est ce que disaient les témoins. Moi j'ai vu ce truc-là faire partir à toute vitesse, et il n'y a pas eu de bang, il n'y a pas eu d'onde de choc. Or, par exemple, à partir du témoignage, on pouvait avoir une idée d'une fourchette de distance. Le type a dit, par exemple, c'est passé derrière le clocher et devant la colline. Donc c'était à quelle distance. Et puis vu le temps que ça a mis à afficher le camp, ça devait faire 2, 3, 4 000 km/h. Or, un objet qui se promène dans de l'air dense à des vitesses pareilles devrait faire une onde de choc qui serait capable d'effondrer les toitures. Et quand on demandait aux témoins, est-ce que vous avez entendu quelque chose, le gars disait non, j'ai rien entendu. Alors, il y avait deux solutions. Soit le témoin fabulait, soit il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas. Et moi, j'ai apporté, j'ai un type qui a fait une thèse de doctorat là-dessus, j'ai fait des publications, et je pense maintenant que j'aurais pas d'opposant de ce côté-là sur le fait qu'on puisse faire disparaître les ondes de choc. Alors, comment imaginer qu'on puisse faire disparaître miraculeusement les ondes de choc devant un objet? Il suffit de prendre la problème inverse. Pourquoi elles se forment? Elles se forment parce que quand on va à une très grande vitesse dans l'air, l'air a tendance à s'entasser sur le bout du nez, comme ça, et ça fait une compression. Bon, si on l'aide à passer, si on attrape ces molécules d'air et qu'on leur dit toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche, mais l'onde de choc ne se forme pas. Et il y a eu une intervention à la Chambre des députés je crois en 2006, et effectivement il y a un rapporteur qui a évoqué l'intérêt que portait la société d'assaut à ce genre de propulsion sans onde de choc. C'est quelque chose maintenant qui est tout à fait considéré comme normal. Alors Thibaut, tu veux réagir là-dessus? Oui, moi je voulais avoir votre réaction. J'ai récemment, alors moi je suis plutôt un historien, donc je parle vraiment avec beaucoup de prudence de toutes ces données-là. Mais j'ai suivi une conférence assez intéressante d'une personne que vous devez connaître qui s'appelle Jean-Marc Roder, qui a d'ailleurs beaucoup de respect pour vous, enfin en tout cas c'est en ces termes-là qu'il parlait. Et alors lui avait tendance dans cette conférence à dire que la MHD avait été exploitée aux États-Unis, que maintenant c'était fini, on en était à autre chose. Et justement moi, en tant que profane, j'aurais aimé avoir votre réaction par rapport à ça justement. J'ai écrit un bouquin chez Albin Michel qui s'appelle OVNI, arme secrète américaine. Oui, je l'ai. C'est après de là que tout est parti. Hein. Oui, absolument. Et c'est vrai que... Le colloque de Brighton, c'est ça. Voilà. Ah oui, disons que c'est amusant parce qu'il y a des scientifiques. Par exemple, si vous allez sur Wikipédia, anglophone, vous verrez que je me suis discrédité en publiant ce livre. Or, comme j'ai mis dans ce livre-là, moi je serais prêt à faire face à n'importe quel spécialiste de mécanique des fluides pour discuter de ces choses-là. Il n'y en a pas eu. J'ai donné une conférence à l'école supérieure d'aéronautique d'ailleurs que pas mal plu. Bon je pense effectivement que les Américains ont développé une technique très astucieuse à laquelle je n'avais pas pensé, qui permet justement de s'affranchir des ondes de choc et de faire voler des machines à 12 000 ou 13 000 km/h.
Alors, il y a une anecdote particulièrement étonnante avec un de vos ouvrages que vous avez donc publié au début des années 80, c'était Le Mur du Silence, qui parlait justement de la MHD. Et donc, lors d'une conférence, je crois, alors corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que des officiers de l'armée américaine ont été surpris de voir que dans votre BD, vous parliez de choses qui étaient classées top secret chez eux. Ça, c'est très amusant. C'est quand je suis allé faire une conférence au début des années 80 à Berkeley, au département de mécanique des fluides de Berkeley, et là il y a un type qui était dans tous les états, et mon ami Oppenheim qui m'avait invité là-bas à cette conférence, il m'a dit enfin professeur Kunkel, qu'est-ce qui vous arrive, pourquoi vous allez mal vous sentir? Le type dit je suis très embêté parce que ce Français est en train de raconter en clair ce qui était top secret chez nous au Lawrence Livermore Laboratory. Et il a eu cette phrase, il a dit c'est tellement secret que je peux même pas vous dire de quoi il retourne. Ouais, c'est vraiment incroyable. Oui, Thibaut. Oui, alors moi c'est pareil, une nouvelle question de lecteur de vos bouquins, hein, parce que moi je les ai tous, puis je suis bibliothécaire, donc alors les livres de petits sur l'ufologie, évidemment, je pouvais pas les louper. Quand on lit ce livre, OVNI, armes secrètes américaines, on se demande là aussi pareil, finalement, qu'est-ce qu'il faut en penser? Parce que ça rejoint beaucoup de choses. Par exemple, le livre du colonel Corso, The Day After Roswell. Alors, malgré tous ces délires, toutes ces extravagances, dit à peu près la même chose. C'est-à-dire, il parle lui aussi de rétro-engineering. Ça rejoint aussi tout un tas de choses qui ont été dites. Je pense à le témoignage de Wilbur Smith. C'est qu'en matière d'OVNI, ce que j'en tire depuis 30 ans, c'est que je ne sais plus ce qu'on doit considérer comme raisonnable et ce qu'on doit considérer comme délirant. Franchement, par exemple, lorsque J.B. Gueux est revenu des États-Unis et qu'il a parlé des petits gris, on s'est tous mis à rigoler, quoi. Et je veux dire, maintenant, les choses ne me font plus rire, quoi. Je ne sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Simplement, en tant que scientifique, j'essaye simplement de décoder ça en termes de vraisemblable. Hein. Ouais. Voilà, c'est tout. Et il est vrai que on peut vraiment se demander si les Américains n'ont pas récupéré une épave. C'est ce qui m'avait été dit à Brighton par les gens. Oui, absolument, voilà. Alors, ça, parce que là, c'est quand même énormissime. Alors, qui vous a dit à Brighton qu'une épave avait été récupérée? J'ai raconté dans le bouquin. Quand je suis arrivé à ce colloque, j'étais pas là depuis 10 minutes, qu'il y a un type qui m'a sauté dessus en me disant vous êtes Jean-Pierre Petit. La première fois que j'ai entendu parler de vous, c'est en 1875, quand j'étais jeune chercheur, et on m'avait donné vos travaux analysés. C'est quand même rigolo, hein. Bah oui. 25 ans plus tard, quoi. Ah, c'est fou. Et je me mets à parler avec lui, et je m'aperçois que c'est un type qui a l'air de vraiment bien connaître la MHD. Et j'ai dit, mais c'est assez curieux, comment se fait-il que vous soyez aussi au courant sur ces techniques-là, alors que c'est quelque chose qui est complètement abandonné partout? Et il m'a répondu, c'est moi qui ai mis au point la torpille MHD américaine. Ça va. Alors là, je suis resté un peu bête, et j'ai dit, mais cette torpille, comment ça marche? Et sa réponse immédiate, ça a été, c'est comme dans le mur du silence, vous avez vu la bande dessinée? C'est pour ça que les Américains étaient inquiets, parce que le secret de leur torpille était dans ma bande dessinée en 83. Mais d'ailleurs, vous n'avez pas été inquiété par ça Non, je sais pas, je comprends pas pourquoi. Ouais. Enfin, il se trouve. Mais je vais vous dire un truc, c'est que dans leur laboratoire, ils ont ma bande dessinée. Ce qui est étonnant, c'est vrai que dans ce cas, je m'étais posé la question en me disant mais à quelle vitesse est-ce qu'on peut aller avec une torpille pareille? Je pensais 500 km/h. Alors vous savez par exemple qu'il y a des torpilles à poudre comme la Shkval russe qui a été fabriquée sous licence par les Chinois, et les Chinois l'ont même vendu aux Iraniens. Ce qui fait que ces torpilles-là, les Iraniens en possèdent. Bon ça va à 500 km/h. Hein. C'est une torpille à poudre. Et alors, quand j'ai parlé de cette vitesse de 500 km/h à cet Américain, il m'a dit « How much more ?» mais avec un air lassé comme ça. Alors, je lui dis « Oui, alors, c'est combien au juste ?» Il me dit « En 1980, on arrivait à 2000 km/h sous l'eau. » Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, effectivement, c'est assez vertigineux. Voilà, alors je suis revenu, j'ai raconté ça, mais même simplement quand en 2000 ou 2001, quand on parlait d'une torpille qui allait à 500 km/h, les journalistes vous prenaient pour un fou. Hein. Alors Jérôme, tu veux réagir? Oui, tout à fait. Alors par rapport à notre public, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jérôme. Ça va? Ça va. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent actuellement, qui n'ont pas de
de compétences, connaissances scientifiques. Est-ce que tu peux nous dire en quoi l'étude du phénomène OVNI est féconde sur le plan de la recherche scientifique ? C'est énorme parce que si on regarde par exemple l'histoire des sciences, on s'aperçoit qu'il y a énormément de découvertes qui auraient pu être faites à certaines époques et on s'est simplement pas posé la question. Hein. Par exemple, imaginez que Jérôme et moi soient transportés au Moyen-Âge, et bien dans les 2 semaines, j'ai fabriqué un deltaplane et on vole avec. C'est tout. Et ça marche très bien. Ça fait rêver. Hein. Voilà donc une technologie avec laquelle on pourrait attaquer des châteaux en vol plané, par exemple. Hein. On pourrait bouleverser complètement la stratégie militaire. Donc il y a toujours, à une époque, des possibilités technologiques qui ne sont pas exploitées, simplement parce qu'on ne se pose pas les questions. À l'époque, les gens se sont dit, c'est pas possible, le plus lourd que l'air ne peut pas voler. Donc on n'a pas essayé. Hein. Et c'est dans la mesure où il y avait des ovnis qu'on a pu se poser la question, peut-on voler à vitesse supersonique sans faire de bang ? Sinon on ne se posait pas la question. D'accord. Alors Thibaut, qui est intarissable, va réagir. Oui, encore une nouvelle question qui est un peu liée à celle que Jérôme a posée. Quand on vous lit et quand on lit vos interventions sur votre site, on a l'impression que vous défendez beaucoup une ufologie scientifique, donc du point de vue des sciences dures, presque en disant, vous me dites si je trahis vos propos, mais que finalement on a passé l'époque du simple compte-rendu, de l'observation, de la collation de rapports d'observation, et il faut passer à une étude scientifique. Est-ce que vous ne croyez pas que finalement c'est une véritable interdisciplinarité scientifique qu'il faudrait, c'est-à-dire à la fois des sciences dures mais aussi des sciences humaines pour analyser le phénomène en mouvement, ses rapports avec la culture aussi, la façon dont il est perçu. Est-ce que vous ne croyez pas que finalement ce dont on aurait besoin c'est vraiment de toutes les bonnes volontés, mais quand je dis de toutes, c'est-à-dire à la fois de celle de l'astrophysicien et aussi pourquoi pas de l'historien ou du sociologue des sciences par exemple. Je vais vous répondre de manière extrêmement précise. Dans l'avenir, il n'y aura plus que les sciences humaines. Parce que 30 ans après, la bataille est perdue. Hein, la bataille est perdue. L'histoire de l'étude des ovnis, ça a démarré vraiment dans les années 70. Maintenant, on est en 2007. C'est foutu. C'est foutu. Il n'y a aucune recherche scientifique qui est faite. Il n'y a que la sociologie. Il n'y a que le témoignage. Donc, tous ces gens dont vous me parlez qui sont des gens des sciences humaines, c'est pas qu'on en ait besoin, c'est que ce sont les seuls en piste. Toujours sur H102.5, c'est Exo7, on parle du phénomène OVNI. Autour de moi dans le studio, Jérôme Frasson, Thibaut Canuti et par téléphone, Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit, vous êtes là ? Oui, je suis là. Je voudrais maintenant, puisqu'on a encore un peu plus d'un quart d'heure, faire un petit peu un point sur certaines choses. Oui. Donc, vous vous rappelez qu'il y a à peu près un an, le CNES a dit nous allons rendre public nos archives et puis ensuite nous allons créer quelque chose qui va s'appeler le GIPAN, etc. Oui. Bon, moi, je savais que ça ne donnerait rien du tout. Et ça ne donnera rien, d'ailleurs. De toute façon, nous savons exactement ce que ces gens font, c'est-à-dire rien. Pas de problème. Donc, à cette époque-là, il y a eu une sorte de sursaut désespéré. Avec un ou deux copains, on a créé une association UFO-Sciences. Et puis comme moi j'étais sur Bruxelles, c'était près de Paris, on s'est dit on peut peut-être essayer de faire quelque chose, parce que si nous ne faisons pas quelque chose, rien ne se fera, c'est tout. Donc on a créé ce truc-là, et puis évidemment, pour créer quelque chose, il fallait un local à Paris, il fallait peut-être donner des conférences, pour donner des conférences, il fallait qu'on ait une salle, ou des salles, ou qu'on puisse nous prêter un local pour faire ci, pour faire ça. Bon, je peux vous dire qu'au bout d'un an, le résultat de tout ça, c'est rien. Enfin, rien, c'est-à-dire qu'il y a un garçon qui a prêté une cave à Vincennes. D'accord. Donc nous avons une cave d'immeuble à Vincennes. Dans cette cave d'immeuble, il y a deux garçons qui sont Julien Geffray, 27 ans, 2 ans de licence de physique, employé de banque, et Jean-Stéphane Betchen, 24 ans, infographiste, qui vont essayer, vaille que vaille, de remonter des essences de MHD qu'on faisait avec Vuitton il y a 30 ans. Hein, voilà. Ok. Alors ça, c'est la moitié de l'activité. L'autre moitié, vous l'avez dans votre studio. C'est Jérôme Frasson, avec son appareil photo numérique et ses bonnettes à réseau. Et c'est tout. Voilà, c'est ça, l'ufologie scientifique française. Alors voilà, vous n'étiez pas avec nous au début de l'émission, donc dans l'introduction, Jérôme nous a parlé effectivement des méthodes que vous vous efforcez de mettre en œuvre. On a lancé cet appel donc aux bénévoles éventuels qui seraient intéressés par l'association et puis. Donc effectivement, c'est assez décourageant parce que sur votre site, oui, vous dites que vous-même, vous n'avez pas beaucoup d'espoir en ce qui concerne l'avenir de l'ufologie et de l'association. Je veux dire que
Betchen a 24 ans, Geoffrey en a 27. Bon, ils sont jeunes, ils vont travailler dans une cave à Vincennes pour faire des expériences. Moi, j'en ai 70, j'ai une colonne vertébrale assez abîmée, donc je leur donne des conseils de loin, mais c'est tout. Donc, ce qui va se faire, c'est ça. Puis ensuite, vous avez le deuxième personnage du groupe qui est Frasson, avec 6 histoires de réseau. En dehors de ça, il n'y a rien. Alors, vous savez, à moins d'un miracle, c'est foutu. Ah oui, à moins d'un miracle, vraiment. Oui, Thibaut. Alors, parler par exemple de cet antagonisme entre cette ufologie scientiste et les sciences humaines, c'est de la rigolade. Il ne reste plus que les sciences humaines. Voilà. D'accord. Thibaut. Oui, mais moi quand même, je voulais rebondir sur ce que vous dites, parce que si vous dites que l'ufologie scientifique, donc du point de vue des sciences dures, n'est pas parvenue à grand chose, on peut dire exactement la même chose du point de vue des sciences humaines. Ils n'ont pas réussi non plus à pénétrer le phénomène, ou du moins à lui donner une seule et même explication. Finalement, est-ce que ça pose pas la question, je voulais avoir votre sentiment là-dessus, est-ce que ça pose pas la question de l'outil science? Est-ce que finalement les outils dont on dispose, les outils intellectuels, les paradigmes scientifiques qui sont les nôtres actuellement, sont à même de résoudre cette énigme? Est-ce que justement le problème, c'est qu'il ne faut pas inventer je dirais presque une nouvelle science ou passer par un avancement de nouveaux paradigmes pour aborder cette question-là. Est-ce que s'il n'y a pas d'études scientifiques, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas moyen d'en avoir? C'est une question un peu naïve que je pose. Je vous ai cité 36 000 façons d'étudier ce truc-là. On peut étudier les traces au sol, on peut étudier les traces biologiques, on peut étudier les traces magnétiques, on peut faire des simulations sur ordinateur, on peut faire plein de choses, mais on ne fera rien parce que c'est comme ça. Alors, c'est l'ufologie, mais l'ufologie, ça n'existe pas, ça n'est pas une science. Il y a l'histoire, il y a la sociologie, il y a la psychologie. Quand vous avez un cas d'OVNI, il y a des gens qui vont aller voir les témoins pour savoir comment est leur profil psychologique. Et puis, il y a des gens qui pourront faire des statistiques. Il y a des tas de moyens. Les sciences humaines, moi, je les connais. J'ai travaillé aussi à la fac d'Aix, qui est une fac de sciences humaines. Il y a toute une palette de moyens d'études qui sont pas rien, quoi, c'est tout. Il y a même les historiens. On peut aller fouiller dans le passé de la Terre pour trouver des tas de choses. Donc, c'est pas la peine d'inventer une discipline nouvelle. Vous en avez 15 qui sont prêtes à se mettre en place. Hein? Et on peut craindre que tant que les livres sur les ovnis n'auront pas quitté le rayon ésotérisme des librairies pour rejoindre le rayon science, la situation restera en l'état. Parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est considéré comme une discipline fantaisiste, et c'est ce qui est assez dramatique quand même. Oui, c'est foutu. C'est carrément foutu. Ah oui, parce que oui, à la lecture de votre site, certains pourraient dire que vous êtes très pessimiste, d'autres pourraient dire que vous êtes réaliste. Écoutez, soyons réalistes. Nous sommes en 2007. Le GEPAN a été créé en 1977. Donc 30 ans se sont écoulés. Je peux vous jurer que 30 ans après, on n'est pas à la case départ, on est en dessous de la case départ. C'est-à-dire que les moyens, et que ce soit en matériel ou les moyens intellectuels, par exemple, quand le GEPAN a été créé, il y avait un conseil scientifique de 7 membres. Dans ce conseil scientifique de 7 membres, vous aviez un politicien qui s'appelait René Pelat, qui était physicien des plasmas. Vous aviez Omnes, qui était doyen de la faculté d'Orsay, qui était spécialiste de cosmologie. Vous aviez Monet, qui était astronome. Vous aviez Perrin de Bréchameau, qui était météorologue. C'était quand même des gens qui étaient des personnalités scientifiques. Ouais. Et bien, autour de Patnais, il n'y a rien. Vous vous rendez compte? Donc c'est en dessous de ce qu'il y avait en 77. Alors se dire que 30 ans plus tard, on n'est même pas au niveau de 77, moi je crois que c'est foutu. Ah oui, c'est assez désespérant. Mais alors pourquoi avoir recréé un rien? Moi c'est quand même une question que je me pose. Pour le rideau de fumée, uniquement pour dire on fait pas disparaître l'étude officielle des ovnis? C'est ça que je saisis pas bien. Je peux vous donner une réponse que j'ai obtenue de Sillard, et elle est, vertigineuse. Sillard est un très brave type. Il est vraisemblable qu'il a dû voir un ovni lui-même, parce que souvent, c'est ce qui arrive quand les gens sont motivés comme ça. Il a fait ce qu'il a pu, il a poussé à la création du GEPAN sur 17, puis là, comme ça partait complètement en bibrine avec Velasco, il a poussé à la création de quelque chose, mais comme il m'a dit, je fais ce que je peux, j'avance sur des œufs. Ouais. Alors, vous voyez, c'est désespérant. Non, il y a à l'intérieur du CNES un blocage total qui est celui de toute la communauté scientifique. La communauté scientifique, elle ne pense qu'une seule chose, quand est-ce qu'on aura la paix avec ce truc-là, qu'on aura fermé ce dossier définitivement. Alors, si vous regardez, par exemple, le Nouvel Observateur, vous avez peut-être vu qu'il y avait une vingtaine de pilotes là aux États-Unis qui avaient cherché à ce qu'on rouvre un dossier, etc. Il y a eu 2-3 articles dans le Nouvel Obs qui sont vraiment une dérision totale. Ils parlent des ufologues en disant ces pauvres gens, ils sont embêtés parce que leur sujet d'étude a disparu.
Le problème est réglé, dossier fermé. Alors Jérôme a une question. Oui, c'est une suggestion à l'attention de tous nos auditeurs, à ceux qui entendent cette émission actuellement et ceux qui l'entendront sur podcast, etc. C'est que on n'est pas nombreux, comme a dit Jean-Pierre Petit, on fait ce qu'on peut. C'est moins qu'on puisse dire. Voilà, oui, c'est moins qu'on puisse dire. Mais par contre, je suis sûr qu'il y a des gens parmi ceux qui sont en train de nous entendre actuellement, là maintenant, qui ont des DEA, des DESS, des diplômes, des compétences, des savoir-faire et une vraie bonne volonté. J'invite tous ces gens à prendre contact avec nous, à me contacter. Un email, frasson.j@orange.fr. Vous allez sur le site du Faux Science, vous trouvez facilement nos coordonnées et à me contacter, il n'y a pas de problème, je répondrai. Voilà. Alors, oui. Je ne sais pas si Jérôme vous l'a dit, mais il est également prêt à se rendre bénévolement si on lui paye le voyage quelque part pour expliquer aux gens comment prendre des spectres. Aucun problème. Et on a fait cette proposition à travers mon site, à travers le site du Faux Science. On n'a eu aucune demande. Vous entendez? Aucune. Ma proposition tient toujours. Et moi, je suis prêt à me déplacer. Je veux dire, si on me dit vous venez à l'autre bout de la France et vous nous expliquez comment ça marche, c'est pas de problème. Alors, oui, Thibaut. Allez, une petite question à Jean-Pierre Petit, mais est-ce que finalement, un peu d'ailleurs à l'image des zoomites eux-mêmes, les ovnis, ou plutôt l'intelligence qui est derrière le phénomène ovni, ne fait pas tout, justement, pour se montrer de telle manière que l'intérêt aussi ne flambe jamais vraiment. Moi, c'est un peu l'impression que ça donne quand on observe le phénomène dans la durée comme ça. On a l'impression, évidemment, on a parlé de furtivité, une façon un petit peu allusive de se présenter. Est-ce que finalement ils ne font pas tout pour que justement, comme quand les zoomites vous disaient finalement, oh mais vous inquiétez pas, dès qu'on verra que vous commencerez à y croire, en gros, on vous racontera des bêtises. Est-ce que c'est pas pareil pour le phénomène ovni, hein? Si, je vais vous répondre. Il y a un type épatant qui s'appelle Christelle Seval, qui a sorti 2 ou 3 bouquins sur le sujet. Il y en a qui s'appelle Le plan pour sauver la Terre. Ouais, Contacter Impact. Et il explique très très bien ça, que si le phénomène ovni apportait une sorte de preuve tangible, notre civilisation s'effondrerait complètement. Moi, ça m'est arrivé souvent en radio ou en télé, etc., de dire, écoutez, imaginez, par exemple, je ne sais pas dans quelle ville vous êtes actuellement, mais imaginez tout à coup, il y a un ovni qui se pose place de la Concorde, et il s'incruste, il ne veut pas décoller, et ensuite, quand on s'approche, par exemple, les gens ont mal à la tête, enfin, on ne peut pas arriver à emmener ce truc-là d'un camion, c'est pas possible. Ouais. Bon, eh bien, la police commence par isoler la place de la Concorde, ensuite... 48 heures après, vous avez toutes les télévisions du monde qui sont là braquées pour essayer de voir ça. Et puis tout s'arrête. Je veux dire, la politique s'arrête, les élections s'arrêtent, les universités s'arrêtent, le Vatican s'arrête, tout le monde s'arrête. Et si le Vatican pouvait s'arrêter. Simplement, ils sont là. La porte va s'ouvrir. Qu'est-ce qui va sortir? On ne sait pas. Mais notre civilisation est coincée. En tout cas, vous ne croyez pas ? C'est vrai qu'avec l'histoire de Roswell, on peut se dire que finalement, c'est ce qui s'est peut-être passé, mais si ça arrivait, tout à coup, l'affaire serait peut-être étouffée. Il y aurait tout ce qui s'est peut-être passé. Si c'est place de la Concorde et que c'est pas étouffable. Ah, effectivement, peut-être qu'il raserait la ville. On sait pas en tout cas, à défaut que tout s'arrête, vraisemblablement que le gros problème qu'on aurait, c'est qu'on n'y comprendrait rien. C'est-à-dire que c'est des civilisations qui sont issues de... Oui, mais je connais des civilisations qui sont issues d'univers techniques, intellectuels, culturels si différents. Il faudrait d'abord qu'on arrive à communiquer, à se comprendre. Et ça, ce serait vraisemblablement déjà un gros problème. Et puis après, effectivement, peut-être il y a ce que vous dites, c'est-à-dire que on vivrait un peu ce que les Indiens d'Amérique ont connu lorsqu'ils ont vu arriver ce qu'ils ont pris pour des collines sur la mer, à savoir les bateaux des Espagnols, finalement. Vous savez, moi j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle La Ligue du Contact, que j'ai essayé de présenter un peu comme un roman, parce que c'était d'une certaine manière une histoire vécue, mais c'était tellement incroyable qu'il valait mieux en faire un roman. Donc au lieu de parler de Jean-Pierre Petit, j'ai parlé de Peter Small. Et à travers ce genre de choses-là, est apparue une idée finalement qu'on trouve dans la science-fiction depuis longtemps, mais moi j'avais vraiment jamais réellement pensé à la question. Et le fait que parmi les visiteurs qui viennent nous rendre visite, il y ait des gens qui soient dans une avance évolutive telle que nous soyons comparables à des singes.
Imaginez que vous arrivez sur une île où il y a des singes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les prendre en photo, vous allez faire des expériences avec, mais vous ne pouvez pas discuter avec un singe. On va peut-être les disséquer éventuellement, mais c'est vrai qu'il n'y aura pas plus de discussion. On ne peut pas discuter. Et alors, ce qu'il faut essayer d'arriver à imaginer, c'est qu'on puisse être les singes des autres. Oui, absolument. Non, on peut pas l'imaginer. On ne peut pas. Oui, ça aussi, c'est un paradigme qui n'est pas encore intégré. Hein. Alors Jean-Pierre Petit, il nous reste 4 minutes. Alors moi, je voudrais juste revenir sur une prise de conscience. Donc vous en avez parlé tout à l'heure, le fait qu'autour du phénomène OVNI, finalement, il n'y aurait pas de conspiration pour cacher la vérité, mais simplement un mur d'incompétence, d'après votre propre expression. Voilà. Et alors un autre sujet pour conclure, qui va s'éloigner du phénomène OVNI, pour lequel il y aurait donc pour le coup conspiration et complot, c'est le 11 septembre, et donc vous parlez beaucoup du 11 septembre, vous êtes un de ceux qui veulent réouvrir le dossier 11 septembre. Alors, en 4 minutes, est-ce que vous pouvez vous exprimer un petit peu sur ce sujet-là? Non, moi j'ai fait une chose, c'est que j'ai fait l'école nationale supérieure de l'aéronautique. J'ai fait super-héros, hein. J'ai été pilote, etc., officier dans l'armée de l'air, donc c'est des avions que je connais. Ouais. Et quand il y a eu le 11 septembre et que j'ai vu les photographies de la façade du Pentagone après l'impact du Boeing 767, j'ai dit c'est pas possible, c'est tout. D'accord, donc ça serait un missile. Mais c'est pas un avion, je sais pas ce que c'est, mais ça n'est pas un avion, c'est pas possible. D'accord. En plus, vous avez un avion qui arrive avec les réacteurs à 60 cm du sol. Moi, je vous conseille, et ça je demande aux lecteurs de le noter, allez voir sur Internet un site qui s'appelle www.Patriot Question 9/11, c'est-à-dire Patriot comme en anglais, Patriot avec un S, Question comme questionner, 911.com. Eh bien, là-dedans, vous allez trouver 640 déclarations de personnalités américaines qui sont des hommes politiques, qui sont des généraux, qui sont des gens très importants. Et par exemple, vous trouverez un type qui dit « Moi, j'ai 9000 heures de vol sur jet, j'ai fait vraiment absolument n'importe quoi. J'aurais été incapable de faire cette approche qu'a fait ce pilote débutant. » D'accord. Lui, au moins, on le croit. Oui. Ah oui, moi, j'ai eu la même réaction. Je dis c'est pas possible de s'approcher à 600 km/h, à 70 cm du sol, et ensuite d'avoir des ailes qui sont bourrées de kérosène et le gazon est intact devant. Et il y a un autre point, en 2 minutes, donc évidemment on pourra jamais traiter ça, mais on peut en tout cas l'évoquer, le fait que les tours se soient effondrées, alors que finalement le kérosène se serait totalement enflammé, la combustion aurait été dans l'air. Quelques secondes, on le voit. Voilà. Et donc pas à l'intérieur de la tour. Donc qu'est-ce qui a fait s'effondrer ces tours? C'est ça la question, une des questions. Chacun a réagi en fonction de sa compétence. Moi j'ai réagi comme ingénieur d'aéronautique. D'accord. Mais après il y a 250 architectes et ingénieurs qui ont regardé ce truc-là, qui ont dit ça n'est pas un truc dû à la température, c'est une démolition contrôlée. Il y a les pompiers américains aussi, des experts qui ont déclaré que c'était impossible aussi la façon dont ça s'est passé. Alors, Monsieur Petit, je tiens à vous remercier d'avoir été avec nous. C'était passionnant, c'était très intéressant. J'espère d'ailleurs que les auditeurs ont pris autant de plaisir à écouter cette émission qu'on a eu nous à la faire. Je vous dis à la semaine prochaine. Cette émission sera rediffusée dimanche soir à 22h et vous la retrouverez sur le blog d'Exocet, exocet-rage.net. Merci à tous. Bonne soirée. En tout cas, une autre fois si vous voulez, pas de problème. Pas de problème, avec plaisir. Bonne soirée sur Rage. Bonsoir. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite.